Salut à toutes et à tous, merci pour vos commentaires, etc. Je tiens à m'excuser d'ailleurs pour cette absence d'une semaine. Il va falloir vraiment que je me mette à être plus régulier dans la diffusion et dans l'enregistrement des vidéos. J'ai beaucoup de choses à vous dire et excusez-moi par avance pour mes hésitations et peut-être de parler un petit peu à bâton rompu et d'aborder des sujets un peu pêle-mêle. Bref, j'aimerais d'abord citer une citation de Cicéron qui disait: vivre, ça n'est pas attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Pas mal quand même comme citation. Vivre, ça n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Autrement dit, à danser selon toutes les contraintes du temps et des époques où nous vivons. Alors danser, j'ai envie d'enregistrer cette vidéo sous le signe de la musique, et pour moi, l'île suprême qui existe dans le monde, c'est l'île de Cuba, avec son métissage complètement réussi et sa politique formidable, qu'on aime ou on n'aime pas. Le castrisme, Fidel Castro est un grand homme et le peuple cubain est certainement un peuple effectivement des plus enviables, j'ai envie de dire, sur le plan culturel, et de cette espèce de dynamique et cette passion d'exister. La joie de vivre, eh bien il y a une île qui existe, c'est l'île de Cuba, perdue comme ça dans les Caraïbes. Et je vous invite à écouter une merveille de musique qui m'a fait salser le cortex, qui m'a fait me déhancher les neurones et qui m'a fait swinger la glande pinéale, je crois, cette glande importante qui se situe là et qui est la glande absolue pour exister et pour vivre. C'est un disque de Sergio Barreto qui s'appelle Ay 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 Maria. C'est extrait d'un film aussi qui est une merveille, qui s'appelle Salsa. Et la partie de la vidéo avec la danseuse et le monsieur, allez la voir, vous allez vous écraser de bonheur, fondre totalement, mais en même temps, ça va vous donner une énergie, une patate pour rester debout et donc trouver ce que Raymond Carver appelait, ce prix Nobel américain de littérature, Raymond Carver, il appelle ça dans son livre les vitamines du bonheur. C'est des vitamines du bonheur, donc plaçons cette vidéo sous le signe de l'espoir et du bonheur, parce qu'il y a plein de vérité, il y a plein de forces vives dans ce pays. Bravo aux manifestants qui ne lâchent rien, qui restent debout, de cette France qu'on aime, de cette France qui résiste, qui ne veut pas mourir sous l'intoxication vaccinale et l'intoxication de la propagande de la mafiaceutique, de Big Pharmaceutique, mafiaceutique. Donc ces Français sont debout et ces médecins sont à l'avant-garde. Véran qui s'écrase complètement dans les interviews et qui dit oui, sur ce vaccin, bien, on n'a pas d'essai, on ne sait pas. Mais il faut quand même vous vacciner, il faut quand même le faire. Au-delà du numéro du très mauvais Castex, qui est un peu dans le rôle du cocu, passez-moi l'expression. Il m'a fait penser à un très mauvais Marius qui jouait le rôle de la femme du boulanger et qui disait mais écoutez-moi, si vous m'écoutez, je vous ferai du bon pain bon comme l'amitié. Non, c'est pas crédible dans la bouche de Castex, même avec l'accent de Pagnol, ça ne marcherait pas. Non, on n'avale rien Castex, bien que vous ayez appris votre texte par cœur, ça sent trop effectivement la répétition, le côté cacatoès, comme je disais la dernière fois. Donc le Castex, eh bien, il répète un petit peu, c'est un peu la voix de son maître qui est au-dessus. Alors c'est vrai que tous les 15 jours, on a un applaudimètre, une espèce de référence auto à la montée du Covid, 5000 cas, 2000 cas, on ne sait pas, on verra, on vous confine, on vous déconfine. Ça ressemble effectivement à un numéro de torture, vous savez, comme on veut faire parler les prisonniers ou les faire craquer psychologiquement. Dans certains pays, dans certaines prisons, eh bien, on joue avec la lumière, on allume, on éteint, on allume, on éteint, on nous libère, on nous enferme, on nous libère, on nous couvre-feu, on nous découvre-feu, on nous couvre-feu, on nous confine, déconfine, on nous atteste, on nous désattestation, etc. On nous masque, on nous démasque. C'est une espèce de torture psychologique qui a pour volonté de faire s'effondrer les résistances, avec effectivement des bourrasques et une propagande de la psychose qui est établie. On commence à comprendre. Bien que, ici dans la région du Nord, je pense que les gens, voilà, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur qui s'installe. J'ai jamais vu de gens autant masqués. Autant masqués. Je vous invite au passage à lire d'ailleurs un livre d'Alexandre Dumas qui s'appelle Bal masqué. Un petit livre qui vient de sortir, Bal masqué, qui est dans le contexte, qui est dans l'actualité. D'Alexandre Dumas, il sera question de livres aussi.
Et sur la musique, hein, je vous disais, allez voir cette vidéo qui est sublime, donc de Sergio Barreto, Ay Maria, voilà. On a envie de danser l'assassin, voilà, c'est plein de bonheur. Et puis cette voix cubaine aussi qui nous parle de caballero, de love et amore, c'est prodigieux, voilà, c'est très beau. Moi j'ai toujours aimé la musique, le métissage cubain. Dans le même esprit, je vous parlerai d'un autre disque, enfin, de vidéo, toujours dans le même esprit, où pour moi Cuba représente le sommet du métissage musical, puisque juste pour la petite histoire, je ne veux pas être long, mais lorsque le grand trompettiste avec les joues énormes que fut le regretté Dizzy Gillespie, eh bien c'est lui qui va créer la fusion avec la musique afro-américaine en venant dans les années 50 à Cuba, où il va rencontrer un percussionniste cubain et il va créer un morceau qui va créer la fusion et donc la naissance de la musique afro-cubaine, africaine, espagnole et américaine, cubaine, qui va s'appeler Manteca. Et ce percussionniste de génie, qui était un illettré mais qui possédait dans les mains de l'or, une véritable école de musique. Il s'appelait Chano Pozo. Chano Pozo, et je pense qu'aujourd'hui il y a une statue de Chano Pozo à la Havane. Bref, je reviendrai sur la musique. Je reviens à Marseille, je reviens à Alexandre Dumas, si j'ose dire, puisque j'ai parlé du bal masqué d'Alexandre Dumas, mais j'aimerais parler aussi du conte de Monte Cristo, que Alexandre Dumas a écrit en allant à Marseille, au Château d'If, et en racontant cette histoire autour du Château d'If et de Monte Cristo. Il y a une espèce de personnage vivant qui s'appelle Louis Fouché, qui est un médecin extraordinaire, qui est une espèce de mousquetaire avec les autres médecins marseillais de l'IHU de Marseille. Et il s'appelle Louis Fouché, c'est un type formidable, d'une intelligence vive, d'une sagesse en même temps malgré son jeune âge, d'un savoir extraordinaire, encyclopédique, Louis Fouché. J'ai vu, alors je connaissais, il a fait aussi un meeting, une tribune formidable il y a une semaine à Marseille en disant aux gens « N'ayez pas peur, le masque ne sert à rien, il n'y a pas de maladie aussi contagieuse qu'on nous le dit. Les enfants, le masque ne sert à rien, embrassez vos grands-parents, sortez de la psychose, souriez, soyez heureux, affrontez la vie et soyez debout. » Ce type a un discours formidable et avec ce sourire en permanence qui est là, c'est un type formidable, ce Louis Fouché. Et en plus, une intelligence, un savoir. Alors, je vous invite à voir Louis Fouché dans une vidéo qu'il a enregistrée récemment avec l'excellent Salim Laibi, le libre penseur qui fait beaucoup de vidéos, et il a invité récemment, et c'est un moment extraordinaire de discussion entre ces deux hommes qui sont des intelligences, mais sont tous les deux des médecins. Et ils m'ont fait penser à une rencontre littéraire écrite par l'auteur Flaubert, Gustave Flaubert, qui s'appelle Bouvard et Pécuchet. Ces deux hommes qui se viennent de nulle part et qui se rencontrent et qui estiment qu'il faut se replonger dans le savoir, dans la connaissance, dans la découverte, etc. Des discussions entre Bouvard et Pécuchet d'une grande intelligence, d'une grande subtilité. Et c'est dans ces intelligences-là, dans ces savoirs-là qu'on doit replonger. Et Salim Laibi avec Louis Fouché m'ont fait penser à ça. Il y a aussi une autre rencontre aussi formidable. Là, sur Louis Fouché, il m'a fait penser à un personnage de Monte Cristo qui s'avère qui est le comte de Monte Cristo. En vérité, c'est le fameux Dantès. Dantès, qui est ce personnage incroyable, qui est poursuivi par tout le monde dans Marseille, en étant considéré comme un faussaire, etc. Et sous différentes identités, eh bien Monsieur Dantesque va effectivement, Edmond Dantès va sortir gagnant de tout ça contre l'hostilité, contre les crapules, les voyous, les ringards, toutes les mafias. Suivez mon regard. Actuellement, on les retrouve ces mafias et des Edmond Dantès, il y en a plein. Ils ressurgissent là. À l'occasion de cette escroquerie monumentale autour du Covid, et Louis Fouché en fait partie, comme d'ailleurs aussi le docteur Raoult, qui ne lâche rien effectivement de ces attaques, de ces dénonciations de l'Europe corrompue, de ces valises qui circulent à droite à gauche. On se croirait réellement dans une république bananière, et nous y sommes dans la république bananière. Les républiques bananières ne sont pas en Afrique, elles ont été exportées en Afrique, mais le copyright, les auteurs réels, les droits d'auteur de la république bananière sont partis d'ici, et aujourd'hui, n'ayant rien fait contre l'exportation des républiques bananières en Afrique et dans le monde, eh bien elles nous reviennent dans la gueule aujourd'hui. Et Dieu merci, il y a des gens
pour dénoncer tout ça, soit avec humour, soit avec du savoir, mais surtout, surtout avec de la détermination, chers amis. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc je vous disais que, voilà, pour Louis Fouché, allez voir la vidéo, etc. Petit retour sur Michel Zecler qui a été tabassé par la police. Alors vous savez qu'en règle générale, les balances entre la presse et la police existent, évidemment. Les ponts secrets, les petits arrangements entre amis, les opérations de basse police existent. Et vous savez que lorsque Michel Zecler a été assassiné, eh bien, la police, avec la presse de collaboration, dans l'honneur, comme disait Pétain, collaboration dans l'honneur, je dirais plutôt dans le déshonneur, mais bref, ils ont sorti le passé de Zecler en disant, bon, c'était quand même une racaille, une crapule, etc., etc., genre de dire, il ne faut pas le plaindre, ce qu'il a eu, il a mérité. C'est toujours comme ça, quand quelqu'un est assassiné ou tué à l'issue d'une bavure ou d'actes racistes d'une certaine police, on lui sort toujours son passé et on laisse sous-entendre, il avait un passé, il était fiché, etc., etc., donc finalement, il mérite tout ça. Ça me rappelle un fait, lorsque Coluche se présente en 81, il gêne tout le monde, évidemment, il emmerde tout le monde et il le dit haut et très très fort avec son verbe, sa puissance, sa malice et sa drôlerie, et surtout sa détermination à lutter et à rester debout. Eh bien la presse, Le Point, on retrouve toujours les mêmes journaux collaborationnistes ou de basse police, et l'Express aussi avec 2 S comme SS, l'Express. Eh bien à l'époque, ils vont aller chercher pour salir le moindre fait divers de Michel Colucci et de rappeler qu'il a fait ci, qu'il a injurié la police, qu'il les a prêtés, il les a insultés dans ceci, cela, d'enfoiré, qu'il va frapper quelqu'un qui le dérange dans un hôtel. On va sortir tout ce qui peut arriver à tout le monde. Surtout du fait d'un artiste qui est beaucoup stressé par son travail et puis aussi par la sollicitation qu'il exerce sur les gens. On peut effectivement péter les plombs et mal se tenir. Bref, ils vont aller ressortir un fait ancien sur Coluche et l'Express ou Le Point va balancer une boule puante, une quenelle pour tenter de salir dans l'opinion Coluche, en rappelant qu'en 1963, eh bien, il aurait commis un larcin à Dinard. Donc c'est en Bretagne, je crois, Normandie, Bretagne, et donc on rappelle ce fait divers, voilà, à Dinard, il aurait volé quelques dollars ou quelques dinars. En fait, ils vont fouiller dans les poubelles du passé des gens pour effectivement aller dans le sens du pouvoir. Ça n'a pas changé, c'était vrai hier, c'est aussi vrai aujourd'hui, chers amis. Autre discussion intelligente qui m'a fait penser à la rencontre, encore une fois, de Flaubert, Bouvard et Pécuchet, c'est la rencontre de 2 types merveilleux. J'ai découvert Sébastien Jumel, qui est un député communiste, et M. Ruffin de la France Insoumise, parce que M. Ferrand, qui est au perché, qui est au perchoir de l'Assemblée, bien semble faire un caca nerveux, une fixation, une fixette sur Ruffin, qui ne lâche rien et qui agace, parce qu'il pose des questions, notamment sur EDF, et son démantèlement, ça va être vendu, etc. Les barrages, l'eau, effectivement, les sources essentielles vont être vendues, derrière un projet qui s'appelle de la République en marche, du macronisme et de l'Europe et des gros sous-sous. Ce projet pour découper l'EDF va s'appeler Hercule. Hercule, pourquoi? Pour les 12 travaux d'Hercule. On nous prend vraiment pour des poires, pour des baltrins, qui vont être découpés, et l'eau, comme je le dénonçais récemment aussi dans une radio, que l'eau, il fallait que les gens soient vigilants. C'est vital, et demain, les beaux barrages qui se trouvent du côté d'Aix-en-Provence, Bimont, ou le barrage Zola, qui a été aussi construit par l'ingénieur Zola, qui était le père d'Émile Zola, eh bien, vont être vendus, et tous les hauts barrages de Savoie, etc. Tout ce qui est vital va être balancé au pouvoir et à l'argent. Donc, Ruffin posait des questions à l'Assemblée, et ça semblait agacer Monsieur Ferrand, qui est le président de l'Assemblée nationale, et qui, évidemment, est quelqu'un d'extrêmement honnête, puisqu'il est simplement mis en examen pour quelques saloperies qu'il aurait commis avec son épouse. Il n'a pas été encore jugé, donc il est présumé coupable. Et présumé innocent en même temps, on est les deux. Bref, ce monsieur donc a appelé Ruffin à se taire. 1500 € d'amende, etc. à Ruffin. Et Ruffin rappelle que son parti, comme les communistes, reverse à peu près 3000 € à des pauvres. Donc ce sera de l'argent qui sera moins donné aux pauvres. J'aimerais dire aussi que seuls les communistes et la France Insoumise reversent la moitié de leur salaire aux pauvres. Les autres
Hein, hop, on le garde parce qu'on a beaucoup travaillé à la République en marche, on a beaucoup bossé, on a beaucoup sué au bord des piscines et sur la Riviera, donc forcément, hein, toute goutte de sueur mérite salaire. En écoutant tout ça, je me suis rappelé un peu, tout ça me rappelle en fait sur les mecs qui ne pensent qu'au pognon et à vendre tous les fleurons français, ils m'en font penser aux Misérables de Victor Hugo, et tous ces prises de parole des gouvernants et de l'oligarchie me font penser à d'exécrables Thénardier, qui n'ont que la France et les valeurs de la France dans la bouche et qui dénoncent tout le temps le séparatisme musulman. Attention, c'est ça le problème. Le Covid, le vrai Covid, ce sont les musulmans. Ils sont victimes de séparatisme. Ils sont partout. Ils sont partout, comme on disait entre deux guerres. Méfiez-vous, ils sont là, la cinquième colonne, comme disait l'hystérique espagnol, le ministre qu'on a eu pendant un moment de l'intérieur complètement fou, hystérique, et qui ne voyait tout que par le spectre ou par le prisme de l'islam. Pauvre bonhomme, en tous les cas. Il a essayé de revenir récemment, après s'être fait littéralement décarcasser en Espagne, où il a essayé de faire s'incruster en Espagne. Il a essayé de revenir. Bref, lui aussi voyait le musulman partout, et Macron a récupéré l'idée que pour détourner effectivement les Français de la réalité, de ce qui se passe, du cambriolage qui est en train de s'exercer sur le fleuron français, le séparatisme, c'est une bonne idée, et puis ça marche encore, puisque des racistes patentés ont pignon sur rue, ont des émissions en permanence pour cracher leur venin et essayer aussi de contaminer le reste de la population. Attention, amis de toutes couleurs, amis de toutes origines, ne tombez pas dans ces pièges, rehaussez le niveau, soyez des Edmond Dantès, soyez des Louis Fouché, soyez des Bouvard et Pécuchet, ayez des conversations critiques, intelligentes, ouvrez des livres, lisez un peu, posez-vous des questions. Écoutez de la bonne musique aussi cubaine, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, d'écouter Sergio Barreto avec Ay Maria. C'est léger, c'est simple, mais c'est un véritable bonheur d'écouter tout ça. Et puis la danse, de vous déhancher, comme je vous disais aussi, le cortex, ça vous fera du bien pour réfléchir, ça va vous aérer correctement. Je disais, Ruffin, après cette mise en garde, cette menace de Ferrand, le mise en examen, Ferrand, il a une discussion avec Sébastien Jumel, un mec merveilleux qui connaît le dossier d'EDF et donc la vente, certainement la corruption pour vendre EDF sur le bout des doigts. Sébastien Jumel discute avec Monsieur François Ruffin, et alors une discussion très intelligente, subtile, et j'apprends que Marcel Paul était un ministre ouvrier qui a fait partie du Front Populaire, et il était le ministre de l'Industrie. Et il va se battre énormément, il va être dans les camps de concentration, ça va être un résistant très jeune, c'est un fils d'ouvrier, et il va dire une chose formidable, il va se battre pour conserver l'énergie, parce qu'il sait que l'énergie, c'est ce qui manque aux pauvres. Et il va tout faire pour que l'énergie, l'électricité EDF soit un bien public et non pas un bien privé. Il y avait déjà des lobbies, il y avait déjà la racaille, il y avait déjà la pieuvre capitaliste qui voulait se servir sur le dos de la bête, sur le dos des Français, sur le dos du peuple pour ravir tout le pognon qu'ils peuvent faire avec EDF. Et Ruffin et Sébastien Jumel rappellent effectivement l'histoire de Marcel Paul qui doit pleurer là où il est dans sa tombe en voyant que tout ça va être bouffé, dévoré, effectivement avalé et digéré par la pieuvre du capitalisme dont le gouvernement s'apprête à faire un immense cadeau avec ce projet Hercule, divisé en 12 parties comme les 12 travaux d'Hercule. Chez Hercule, il n'y en a qu'un que j'aime, c'est Hercule Poirot, le héros d'Agatha Christie, le Belge d'une grande valeur. Au passage, il faudrait que le gouvernement belge aussi se calme un peu, parce que ça sent la corruption à plein nez. Je préfère l'odeur des frites, comme disait Jacques Brel, l'odeur des frites jusque dans le cœur des harengs, disait Jacques Brel dans Amsterdam. C'est ça que j'aime, l'odeur des frites, pas l'odeur de la corruption et de l'argent sale et de la menace autour du Covid, encore une fois, de la vaccination, qui nous pend tous au nez, notamment aussi en Belgique. Je préfère la Belgique de Jacques Brel que la Belgique qui chantait, etc. La Belgique de grand-père, etc. Qui chantait à chaque carrefour, comme le chantait Jacques Brel, pas le Bruxelles. Et la communauté européenne qui est polluée depuis l'arrivée de cette Europe et qui est en train effectivement de tout menacer et de vouloir nous prendre nos moindres libertés.
Je disais que la conversation entre Ruffin et Sébastien Jumel était extraordinaire avec cette histoire de Marcel Paul qui préserve tout. Les ministres ouvriers aujourd'hui n'existent plus. Il n'y a plus de ministres ouvriers, ce sont tous des fils à papa, des énarques, des fils qui ne servent pas à grand chose ou des filles arrivées sans aucun intérêt, sans aucun goût de servir, un goût de mépriser, une espèce d'exaspération du peuple. Ils n'aiment pas les Français, ces gens-là. Ils les séparent, ils les divisent et puis surtout, ils vendent le bien public. Et comme Marcel Paul qui a préservé l'électricité avec l'aide du général de Gaulle, parce qu'il fut un ministre général de Gaulle, comme un autre ouvrier Ambroise Croizat, qui fut aussi un ouvrier qui a travaillé dans la métallurgie à 13 ans, et c'est un de ceux qui a construit la sécurité sociale, à la française. C'était aussi un ouvrier, et ces ouvriers-là aujourd'hui ne représentent qu'1% à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus d'ouvriers, nous avons tous des gens qui ne pensent qu'à servir la banque, qui sont effectivement la domesticité, qui sont les serviteurs dociles, cassés, pliés en deux pour servir le capital, parce qu'en retour, ils touchent effectivement énormément de pognon pour dégarnir, pour dépecer la France. Alors pour nous endormir, il y a la propagande, il y a les médias, etc. etc. Quelle tristesse, chers amis. Juste autour de Marcel Paul, j'ai appris, pour aller voir sa fiche Wikipédia, qu'il avait été aussi travaillé dans un centre hospitalier où il avait été brutalement tabassé par l'extrême droite de l'époque et qu'une des infirmières dans cette attaque dont a été victime Marcel Paul en 1937, je crois, une infirmière est morte des coups de tout ça. Alors, pour revenir juste sur Ruffin, avec Sébastien Jumel, il distribuait des tracts à l'entrée de l'Assemblée nationale pour dénoncer le projet EDF, etc. Ça m'a rappelé une autre histoire qui est une histoire gravissime, et je vais vous la narrer, comme on dit, vous la narrer très très vite, cette histoire. C'est l'histoire d'un ouvrier CGT qui, en 1973, qui s'appelle Pierre Auvernay. Pierre Auvernay était un mec qui était écœuré et qui était indigné de la violence donc dans le travail dont étaient victimes les ouvriers de chez Renault. Alors il se met en 1973 à la sortie de Renault et il distribue des tracts pour dénoncer la violence dans le travail. Et il y a un agent de sécurité qui s'appelle Jean-Louis Tramoni, je crois, qui est là. Et il sort un flingue. Ce mec de la sécurité, et Pierre Auvernay lui dit « Tire si t'es un homme ». Chose incroyable, alors que Pierre Auvernay, le CGTiste, le syndicaliste, ne menaçait personne, il lui tire une balle et il le tue. Il tue ce malheureux père de famille, Pierre Auvernay. Il y aura un jugement, Jean-Louis Tramoni, le vigile, écopera de 4 ans de prison, mais il ne fera qu'1 an. Certainement que le giscardisme et le capitalisme feront le travail pour le relaxer, pour le soulager. Donc il fera qu'1 an. Sauf qu'en 1977, eh bien, il y a un commando qui s'appelle le commando Pierre Auvernay, qui va venger Pierre Auvernay, et le vigile sera tué à son tour, on ne trouvera pas les coupables. Et cette affaire ne s'arrête pas là, puisqu'en 1981, eh bien, un même comité Auvernay, lié au groupe Action Directe, vont tuer le PDG de Renault, Claude Bess, toujours dans le cadre de cette vengeance du comité Pierre Auvernay. Je veux dire que la brutalité est partout et que le peuple et les syndicalistes ont toujours été effectivement maltraités. La réponse à la violence du patronat et du capitalisme, c'est pas la violence évidemment, mais je voulais simplement